Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici le titre de ce soir. Le chef de l'État a présidé les travaux de la 9e séance du Conseil des ministres. Autre actualité nationale, célébration grand pompe du 46e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Et enfin, pour les actualités internationales, au Soudan, des opérations de déminage patinent face aux inondations. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans les titres, sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 6 juin 2023, la 9e séance du Conseil des ministres. Plusieurs projets et lois ont été examinés et approuvés. Le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 9e du Conseil des ministres en ce 6 juin 2023. Était inscrite à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant code du numérique. Notre pays a engagé une stratégie de développement de l'économie numérique définie au terme de sa feuille de route pour la transformation digitale et de sa vision Djibouti 2035. Afin de renforcer l'attractivité numérique de Djibouti et de profiter pleinement des opportunités qu'offre la révolution technologique, le gouvernement a envisagé l'élaboration d'un code du numérique. Le code du numérique doit en effet offrir aux entreprises djiboutiennes et aux investisseurs étrangers des règles claires et une sécurité juridique forte, tout en garantissant aux citoyens une protection élevée afin de renforcer leur confiance dans les services des technologies de l'information et de la communication. Le code du numérique consiste en la communication des textes existants qui ont fait l'objet des ajustements nécessaires à leur modernisation, en l'adoption de textes complémentaires sur les sujets clés non traités encore. À cet égard, les principaux thèmes abordés par le code du numérique sont les suivants. La protection des données à caractère personnel, afin de garantir aux citoyens et aux entreprises djiboutiennes un haut niveau de protection de leurs données personnelles. Les communications électroniques, afin d'encourager le développement des infrastructures et des services de qualité, notamment la modernisation des régimes juridiques, l'incitation au partage d'informations ou encore l'amélioration de la régulation des marchés. Les outils électroniques, afin d'établir un cadre applicable aux outils indispensables à la réalisation de transactions dématérialisées telles que l'écrit électronique ou encore la signature électronique. Ainsi, pour sécuriser ces outils électroniques, l'Office national de certification électronique est créé et sera l'autorité de certification en République de Djibouti. Le commerce électronique, afin de sécuriser juridiquement la conclusion des contrats en ligne, renforcer la confiance dans les services numériques, puis la cybersécurité et la cybercriminalité, ceci afin d'encadrer les activités des acteurs de l'Internet, aussi bien les fournisseurs de services en ligne, les éditeurs de services de communication au public par voie électronique ou encore les services d'hébergement des sites, etc. Et de certains prestataires, notamment en matière de cryptologie. D'identifier clairement les infractions en ligne qui peuvent être sanctionnées, y compris les atteintes au système d'information et au réseau. Le Code du numérique sera composé d'une partie législative qui est l'objet du présent projet de loi et complétée par des dispositions réglementaires qui seront adoptées ultérieurement. Le Code du numérique se subdivise en 803 articles auxquels s'ajoutent 15 dispositions modificatives, transitoires et finales. Il est organisé en 9 livres. Le premier livre, appelé le livre préliminaire, concerne donc les dispositions générales. Le livre premier, quant à lui, est relatif à la protection des données à caractère personnel. Le livre deuxième ou second donc est relatif aux communications électroniques. Le livre troisième, la cryptologie. Le livre quatrième, le commerce électronique. Le livre cinquième, droit de la consommation. Le livre sixième, la cybersécurité. Le livre septième, les services numériques innovants. Le livre huitième, dispositions modificatives, transitoires et finales.
La deuxième question concerne un projet de décret portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil de l'économie numérique et de l'innovation. Dans le cadre donc de la feuille de route, un programme de digitalisation de l'administration a été initié, impliquant l'ensemble des parties prenantes du secteur public dans lequel le ministère jouera un rôle clé pour fédérer les acteurs et coordonner leur mise en œuvre. En effet, le numérique est une priorité nationale dont l'ensemble des secteurs et domaines d'activité sont concernés. À ce titre, la loi numéro 164 de l'année 2022, 8e législature, portant mission, attribution et organisation du ministère, a créé le Haut Conseil de l'économie numérique et de l'innovation, présidé par le président de la République lui-même. Cette instance créée au plus haut niveau permet d'inscrire la digitalisation au centre des priorités et de suivre sa mise en œuvre, de proposer des mesures pour optimiser son déploiement et aussi de faire les arbitrages et prendre les mesures nécessaires pour lever les contraintes, garantir l'alignement des parties prenantes sur les priorités définies. Ainsi, les efforts seront déployés pour assurer la disponibilité des infrastructures, de la connectivité, de la mise en place des flux de données sécurisés entre les institutions et de garantir l'opérabilité des systèmes d'information. Ce Conseil se réunira une fois par trimestre et rassemble les acteurs clés concernés par la dématérialisation et la promotion de l'économie numérique. Le projet de décret joint donc précise les missions du Conseil, sa composition et son fonctionnement. Il sera essentiel pour partager de manière régulière et périodique l'avancement du programme de transformation et de faire le consensus nécessaire permettant de créer rapidement un impact fort, visible auprès des citoyens, des entreprises et des partenaires. Poursuivons avec la deuxième partie de ce rapport de la 9e séance du Conseil des ministres, toujours avec le porte-parole du gouvernement. La troisième question est relative à un décret portant désignation des membres du conseil d'administration de la Caisse militaire de retraite. Ce projet de décret a pour objet la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration de la Caisse militaire de retraite. Le conseil d'administration est l'organe de délibération, de suivi et de contrôle des actions de la Caisse militaire de retraite. Il a pour mission de veiller à la bonne exécution des missions de la Caisse militaire de retraite, examiner et adopter le budget et les comptes financiers, veiller au respect des règles générales d'organisation et de fonctionnement de la Caisse militaire de retraite. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de 3 ans renouvelables. La quatrième question donc, est relative à un projet de décret portant nomination. M. Abdillah Obsié est nommé directeur général de la population et de la famille. M. Abdi Sikir Qayyad est nommé préfet de la ville en remplacement numérique de M. Ousmane Bile-Guiré. M. Abdelmalik Mohamed Baïda est nommé préfet de la région d'Ali Sabié. M. Hassan Abdi Roble est nommé préfet de la région de Dikil. Et M. Moussa Adan Mine est nommé préfet de la région d'Obok. Et enfin, M. Mohamed Humma Abbas est nommé préfet de la région de Tajoura. Autre actualité à la une de ce journal, créé 21 jours avant l'acquisition de l'indépendance, les forces armées djiboutiennes ont célébré en grande pompe aujourd'hui sur le terrain du centre d'instruction technique et tactique d'Ambi, situé dans le camp Ousmane, le 40e anniversaire de leur création. Placé sous l'égide du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, la cérémonie commémorative de l'édition de cette année a vu la participation du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, le général Zekri Cheikh Ibrahim. Cette cérémonie a vu également la présence du chef d'état-major de l'armée somalienne, le général Odowa Youssef Raghi, qui était l'invité d'honneur du chef d'état-major général des armées, le général Zekri Cheikh Ibrahim. De nombreux membres du gouvernement, du directeur de la sécurité nationale, M. Hassan Sidrere, le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le commandant des différents corps constitués de la nation djiboutienne, un pléthore d'officiers des différents corps des forces armées djiboutiennes et des hauts gradés des forces étrangères installés dans notre pays en prépare à cette 46e anniversaire de l'armée djiboutienne. Il s'agit ici pour le haut commandement des forces armées djiboutiennes, principal organisateur de cet événement grandiose, de faire une véritable démonstration de force. C'est sur le terrain du centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli du camp Cheikh Ousmane, propre comme un sous-neuf et richement décoré de couleurs du drapeau national qu'a eu lieu aujourd'hui
La cérémonie commémorative de l'édition 2023 de cet événement, marquant le 46e anniversaire des forces armées djiboutiennes, qui a été grandiose. De son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Défense, M. Hassan Omar Mohamed, et le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim Bor, avant de saluer le drapeau national et de se prêter au traditionnel passage en revue des troupes qui attendaient le parrain de cette cérémonie sur le terrain du Centre d'instruction technique et des tactiques d'Ambouli, autour des pelotons des différentes forces de défense et de sécurité, à savoir la musique nationale, la drapeau, peloton, officiers, la garde républicaine AMIA, l'artillerie, le CSO, l'URQG, le DICIMAT, la marine nationale, l'armée de l'air, mais également ceux de la gendarmerie nationale et de la police nationale, mais aussi de la garde des côtes. Le Premier ministre Abdelkader Kabel Mohamed a par la suite rejoint la tente chapiteau sur laquelle avait pris place un parterre d'invités composé des membres du gouvernement, des personnalités civiles et militaires. Cette belle cérémonie a pu débuter par la lecture du Saint-Coran, suivi du discours du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, qui a dans son mot d'ordre lu par son chef de cabinet, le colonel Mohamed Rayad Nadji, jeté un regard rétrospectif de l'année passée, avant de définir également les perspectives de l'avenir. Dans son allocution prévue pour ce 46e anniversaire, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a rendu un hommage à nos vaillants soldats qui ont sacrifié leur âme pour défendre la patrie. Ordre du jour du chef d'état-major général des armées à l'occasion du 46e anniversaire de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. Je voudrais tout d'abord glorifier le Tout-Puissant pour nous avoir accordé les bienfaits de la paix et la stabilité dans notre pays et nous avoir permis ce regroupement aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire
de la création de notre armée. Je tiens, en ce jour mémorable, à vous remercier et vous exprimer mes sentiments de satisfaction pour vos sacrifices consentis au service de la nation. Je rends un hommage particulier à nos braves soldats engagés en première ligne pour leur détermination à faire face aux menaces pouvant porter atteinte à la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. J'exprime également mes remerciements aux hommes et femmes des forces de défense et de sécurité du pays pour leurs efforts accomplis afin de veiller à la protection et la quiétude de nos concitoyens. Au nom de la nation djiboutienne, nous prions Allah de combler de sa miséricorde nos valeureux martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de la patrie et les accueillir dans son vaste paradis. En leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence pour lire la Fatiha. En ce 46e anniversaire, je voudrais exprimer en votre nom à tous notre reconnaissance et notre admiration à son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour sa vision éclairée dans l'édification de notre cher pays, lui donnant une place privilégiée dans les concerts des nations. Cette occasion pour moi d'adresser ma profonde gratitude à tous nos concitoyens qui nous accompagnent constamment dans nos missions, en les exhortant à consolider notre unité nationale, sans laquelle ni paix ni développement ne pourront se réaliser. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, personnel civil des armées, vos réalisations au cours de l'année écoulée témoignent de votre dévouement au service de la patrie et de votre disponibilité à relever les défis qui existent. Face au contexte sécuritaire régional et international, nous devons poursuivre ces efforts en étant mobilisés jour et nuit pour préserver fermement la sécurité et la stabilité de notre pays. Je voudrais rendre un grand hommage à nos militaires qui représentent avec fierté la République de Djibouti et son armée au sein de l'ATMIS depuis 2011. Malgré nos moyens limités, nous avons déployé à ce jour 10 régiments de 1000 hommes et femmes en Somalie, dans le secteur 4, Hiran et à Galmudug. Alhamdulillah, après de longues années de crise, l'espoir de paix se concrétise aujourd'hui en Somalie, grâce à l'unité du peuple somalien et aux engagements des pays contributeurs de troupes, dont en premier la République de Djibouti, suivant la politique sage du président de la République, qui a toujours soutenu la paix et la stabilité en Somalie et dans la région. Cet engagement sera renforcé prochainement par la création d'un centre de formation opérationnelle au camp de Myriama à travers la coopération militaire conduite par la Direction générale des relations internationales en vue de promouvoir les principes de la sécurité et de la paix internationale. Au chapitre des relations internationales, les forces armées ne cessent de consolider et d'élargir leurs liens de coopération avec les pays amis. La création par décret présidentiel du 12 février 2023 d'une direction générale des relations internationales au sein du ministère de la Défense vient renforcer davantage l'action militaire internationale et la stratégie de notre gouvernement. De ce fait, notre ministère de la Défense est doté d'un outil puissant qui assistera l'ensemble des institutions de la défense dans la gestion et la conduite des relations avec les forces étrangères et le traitement du volet coopération militaire bilatérale et multilatérale, afin de s'adapter au contexte géopolitique et à l'évolution des menaces. Il a été créé au sein de la DGRI un bureau OPEX qui assure d'ores et déjà une coordination et un suivi rigoureux des personnels et matériels de nos contingents en Somalie. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées. Dans la préparation de l'avenir, la réorganisation de nos forces armées, leur montée en puissance ainsi que leur développement demeurent des axes majeurs auxquels nous devons être attentifs. Dans la continuité des efforts déployés, nous avons adopté l'an dernier Doctrine 2022 en vue d'améliorer notre manière de travail pour arriver à un niveau élevé de professionnalisme. Il s'agit là de préparer
et soutenir nos personnels en leur faisant atteindre un degré d'efficacité de manière à optimiser leur qualité et leur rendement sur le terrain. Ceci exige une attention particulière à l'instruction de nos cadres qui jouent un rôle fondamental aux préoccupations et au moral de nos soldats indispensables à l'accomplissement de leur mission. Une inspection des corps et formations a été effectuée afin d'évaluer la situation qui prévaut à tous les niveaux dans le but d'engager progressivement des actions visant à apporter des améliorations et un soutien à la hauteur des enjeux. Face aux difficultés constatées, nous avons doté en priorité le régiment des régions de l'intérieur d'un premier lot de matériel composé de véhicules, armements, munitions, optiques et transmissions. Nous poursuivrons ces efforts en mobilisant tous les moyens possibles en vue de mieux répondre aux besoins de nos unités. Aussi, en vue de consolider davantage les capacités de notre armée, nous envisageons de mettre en place un plan d'équipement et de soutien par l'établissement de conventions avec les sociétés mères dans divers domaines, mais également par le biais de la coopération avec les pays amis. Dans le domaine maritime, notre marine nationale s'est réellement investie grâce au soutien de notre gouvernement en vue d'accomplir efficacement les missions qui lui sont confiées. Son centre d'opération et de contrôle maritime, ainsi que ses nouveaux moyens navals, lui permettent aujourd'hui d'assurer la protection des intérêts vitaux de notre pays et la sécurité de nos eaux territoriales. Dans le domaine de l'aviation, en plus de ses missions habituelles, notre armée de l'air continue d'assurer avec ses propres moyens la logistique et le déploiement de nos militaires en Somalie dans le cadre de l'ATMIS. L'envoi cette année en révision générale des 4 hélicoptères Mi-17, Mi-35 renforcera davantage notre outil de défense et l'autonomie de notre armée de l'air. Officiers, sous-officiers et militaires du rang, au plan de la formation de nos personnels, nous avons donné nos orientations pour la consolidation des programmes d'instruction au sein des écoles et centres de formation de l'armée. Concernant l'Académie militaire interarmée d'Arta, le bilan de la formation depuis sa création est encourageant. Notre jeune académie poursuit ses efforts pour assurer aux stagiaires une formation complète. En outre, nous saluons les travaux de la commission chargée de la création du stage d'application et du cours de capitaine au sein de l'AMIA. Nous continuerons à œuvrer pour faire de l'AMIA une école modèle capable de répondre aux besoins de nos forces. Je profite de cette occasion pour exprimer mes sincères remerciements aux forces armées royales du Maroc pour leur soutien dans la formation paracommando d'une compagnie de nos militaires au Maroc. En matière de santé, le personnel de santé de notre armée et nos structures de soins demeurent le maillon essentiel du système de santé de notre pays. Les responsables du service de santé des armées travaillent sans relâche pour fournir à nos militaires et leurs familles, mais aussi à notre population, une variété de services indispensables. Nous saluons ici les projets de soins remarquables accomplis par l'hôpital militaire qui exécute avec succès le programme de développement fixé par son projet d'établissement 2022-2027. Il s'agit d'un nouveau bâtiment de spécialité chirurgicale, d'un bâtiment spécialement conçu pour la chirurgie cardiaque et les espaces d'enseignement dans le projet d'extension de l'hôpital militaire. Dans le cadre de l'amélioration des systèmes de communication, le commandement des transmissions n'a ménagé aucun effort dans la mise en place d'équipements reliant les systèmes radio aux autres systèmes de messagerie. Aussi, dans un souci de protection efficace des réseaux et systèmes, la cellule cybersécurité poursuit son programme de renforcement de ses capacités techniques. Il est prévu par ailleurs de remplacer les anciens relais radio par des relais numériques sophistiqués au cours de cette année, permettant d'accroître le potentiel opérationnel de nos unités. Au volet infrastructure, nous poursuivons malgré les difficultés notre projet de construction de logements sociaux qui est à sa deuxième phase de 700 logements, afin de garantir à nos militaires et leurs familles des conditions de vie décentes. J'encourage les responsables concernés d'intensifier leurs efforts pour concrétiser ce projet d'envergure auquel nous accordons une attention particulière.
Parmi les projets majeurs à réaliser figure cependant la construction d'un nouvel état-major général des armées en raison du vieillissement de ces bâtiments. Dans l'attente, un déménagement de l'ensemble des directions et services concernés a été effectué à un site temporaire à l'hôtel des officiers des armées Hassan Bassouma Hassan. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées partout où vous êtes. Nous devons concentrer nos actions pour atteindre notre objectif qui est de construire une armée solide en mesure de faire face aux menaces pouvant mettre en péril la défense de notre pays, sa sécurité et son unité. L'armée djiboutienne, à travers ses composantes terrestres, maritimes et aériennes, restera toujours fidèle à son engagement et réitère sa ferme détermination à tout sacrifier au service de la patrie. La discipline étant la force principale des armées, je vous exhorte particulièrement en cette période à faire preuve de réserve et d'un comportement irréprochable. Face aux différents problèmes qui nous entourent, il nous est primordial d'œuvrer ensemble pour consolider davantage l'unité de notre pays et préserver l'intérêt supérieur de la nation. Partout où le devoir nous appelle, nous devons marquer d'une bonne empreinte le cours de l'histoire de notre armée. Fiers de ce que vous faites pour la défense de la patrie et la sécurité de nos concitoyens, je vous félicite une fois de plus et prie le Tout-Puissant de nous accorder son soutien dans tous les défis qui sont les nôtres. Inkitino, Midnimo, Al-Wahda, Unité. À l'issue de la déclaration du SEMGA, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kal Mohamed, accompagné du ministre de la Défense, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, du SEMGA, le général de corps d'armée, le général Zekri Cheikh Ibrahim et le chef d'état-major de l'armée somalienne, Odewa Youssouf Ragé, du chef de sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, l'ensemble des membres du gouvernement, des hauts gradés militaires et des invités s'est rendu sur la tombe du père fondateur de la nation djiboutienne, El Hajj Hassan Gouled Abtidon, pour la Fatiha. Comme à l'accoutumée, la troupe de la musique nationale a donné le coup d'envoi du défilé militaire. Ensuite, la marche a été ouverte par le peloton du drapeau sous le commandement du chef de corps de quartier général, le colonel Wabdi Jama' Moussa, suivi du peloton des officiers du régiment de la garde républicaine, puis des troupes de la gendarmerie nationale, les différentes unités de la garde-côte, les personnels féminins de l'armée nationale, avec à leur tête le lieutenant-colonel Amin Mohamed Ali, la MIA, l'armée de l'air, la marine nationale, l'artillerie et enfin la décimate.
sujet, les troupes de la CESO, les commandants de la police nationale et RAR 1 ont à leur tour passé devant les tribunes officielles. Voici. Aérienne ou maritime, et il est prêt à intervenir rapidement sur décision du chef d'état-major général des armées. Le passage de cette dernière unité marque la fin du défilé militaire. À présent, j'invite nos honorables invités à se déplacer au monument des épaules, au monument de merci pour le dépôt d'armes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Après ce défilé de haut niveau des troupes à pied, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, accompagné du ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed, du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakri Cheikh Ibrahim, du chef d'état-major de l'armée somalienne également, le général Odowa Youssouf Ragé, qui a été invité, qui était l'invité du chef d'état-major général des armées, de nombreux membres du gouvernement, du directeur de la sécurité nationale, M. Hassan Saïd Khairé, et l'ensemble des hauts gradés militaires s'est rendu au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer un gerbe de fleurs et lire également la Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع أموات المسلمين. الفاتحة لهم. Le Premier ministre a inauguré ensuite une nouvelle salle de réception des forces armées djiboutiennes. Cette nouvelle salle va sans doute répondre aux besoins d'une infrastructure de qualité pour organiser les grandes réceptions cérémoniales. C'est dans une ambiance très conviviale que le groupe folklorique, le groupe Harbi, conduira la suite de la cérémonie au rythme des chants. Autre actualité de ce journal, placé sous le patronage du secrétaire général de la Santé, du ministère de la Santé, le Dr Salah Bounet Tourab. Le département de la Santé a initié hier le lancement d'une session de formation sur le système d'information géographique en présence du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhat Hassan Farah. C'est sous la conduite de la Direction des informations sanitaires avec le partenariat de l'OMS que cette importante formation contribuera à accéder aux paliers supplémentaires à travers l'utilisation de cette application dans le cadre du programme de digitalisation de notre système national d'information sanitaire. Durant 5 jours, 50 professionnels et experts nationaux du ministère de la Santé vont se familiariser avec l'environnement logiciel de cet outil avec une compréhension approfondie des différentes techniques de cartographie, de mapping en matière d'analyse et de données sanitaires. Cette plateforme numérique de cartographie et de données sera à même de formuler des scénarios probables et prédire en avance d'éventuels risques d'épidémie ou toute autre menace sanitaire dans le pays. En clair, la maîtrise de cet outil contribuera à une analyse cartographique et complète de la situation sanitaire du pays en temps réel et facilitera davantage dans la prise des décisions. C'est un outil très important pour dans notre travail quotidien à la direction. Ça va nous permettre et nous faciliter à l'analyse et à la visualisation des données sur le logiciel dont nous travaillons quotidiennement. Ensuite, nous allons écouter les propos du représentant adjoint de l'OMS, M. Farhat Hassan. C'est un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cet atelier consacré au système d'information géographique. Nous sommes réunis ici pour explorer les possibilités offertes par l'utilisation du SIG dans l'amélioration des soins de santé et de la gestion des ressources médicales. Les domaines de la santé étant en constante évolution, confrontés à des défis complexes et souvent géographiquement variés, les SIG, donc système d'information géographique, se révèlent être un outil précieux pour comprendre les facteurs spatiaux qui influencent la santé des populations, mais aussi pour soutenir la prise de décision éclairée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour échanger nos connaissances, partager nos expériences et discuter des dernières avancées dans le domaine du SIG. Cet atelier est une occasion unique de renforcer notre réseau, d'apprendre les uns des autres et de trouver des solutions innovantes aux défis auxquels
nous sommes confrontés. Au cours des prochains jours, nous aurons l'opportunité d'explorer les multiples facettes du SIG, des présentations, des discussions et des démonstrations pratiques nous permettant de découvrir les dernières technologies, les meilleures pratiques, les études de cas réussies. Je tiens à remercier chaleureusement tous les intervenants qui ont accepté de partager leurs connaissances et leur expertise avec nous. Toute ma gratitude à l'équipe IMST du Great Wall of Africa de Nairobi et le centre SIG de l'OMS basé à Genève, ainsi que mon équipe pour l'organisation de cet atelier. Enfin, nous comptons sur votre attention, votre engagement et votre expertise pour soutenir le système national d'information sanitaire et renforcer sa capacité à prendre des décisions basées sur des données géographiques précises. Ensuite, voici les dires du secrétaire général auprès du ministère de la Santé, le docteur Salah Bonnet Tourab. La santé est en constante évolution, confrontée à des défis complexes et multiples. Dans ce domaine, nous pensons que le SIG émerge comme un outil essentiel pour la collecte, l'analyse et la visualisation des données spatiales liées à la santé. L'objectif de cet atelier, comme vous le savez, est de renforcer les compétences de nos professionnels de santé qui sont présents ici, qui viennent des régions de l'intérieur, des centres de santé, des hôpitaux et de systèmes de personnes qui gèrent au niveau central notre système de santé. Au cours des prochains jours, donc, vous serez initiés aux principes fondamentaux du SIG. Je crois que vous avez les compétences nécessaires ici pour vous donner la meilleure façon d'utiliser ce système. Nous sommes donc ravis aussi du soutien que l'OMS apporte à cette initiative. Leur expertise et leur engagement envers la santé sont inestimables. Grâce à ce partenariat avec l'OMS, nous avons accès à des ressources de pointe et à des données pratiques internationales, ce qui permettra de tirer le meilleur parti de cet atelier. Mesdames et messieurs, le SIG, le système d'information géographique, offre de multiples avantages pour notre secteur de santé. Il nous permet de cartographier les maladies et les facteurs de risque, de comprendre les disparités géographiques en matière de santé et de planifier les interventions ciblées et efficaces. Sport à présent, le golf de Douda a ouvert ses portes aujourd'hui à tous les amateurs de golf pour une journée d'initiation gratuite. Le secrétaire d'État chargé du sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, a assisté à cet événement aux côtés de plusieurs autres responsables, en l'occurrence le secrétaire général Mme Khadiga Ibrahim Idriss et le directeur général de l'ANPS, M. Mohamed Omar. L'association djiboutienne Golf est d'ailleurs sur le point de devenir une fédération, selon les propos du ministre. Situé dans un cadre exceptionnel, le golf de Douda offre un terrain de qualité en conformité avec les normes internationales. La journée porte ouverte a été l'occasion pour les participants de découvrir ce sport passionnant et s'entraîner avec des professionnels. Le golf est un sport en pleine expansion à Djibouti, avec de nombreux joueurs locaux et des échanges réguliers avec clubs étrangers. L'ambition de l'association djiboutienne de golf est de développer la pratique de ce sport dans le pays et lui donner la visibilité qu'il mérite. Les participants ont pu apprécier les installations modernes du golf de Douda et bénéficier des conseils d'experts pour améliorer le jeu. Cette journée fut une belle réussite pour le golf à Djibouti et pour marquer le début d'une nouvelle ère pour ce sport dans le pays. Voyons qu'il y a un très grand espace qui abrite une dizaine de petits courts de tennis et nous allons lancer un arsenal juridique et législatif pour que cet espace, pour que ce centre soit mis à la disposition des golfeurs djiboutiens. Et nous comptons Inch'Allah créer la fédération djiboutienne de golf. Actuellement, nous avons ce club de golf qui existe. Et nous allons essayer de faire en sorte que ce cycle puisse former une fédération djiboutienne de golf. Et au niveau du département, nous voulons travailler sur un projet de texte où nous voulons établir comme quoi ce centre est un patrimoine national et sportif. C'est dans le cadre du renforcement des liens économiques et commerciaux entre l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. La Fédération des chambres et le ministère des Transports saoudien
organisé un atelier pour consolider et stimuler l'investissement des entreprises saoudiennes dans les zones franches à Djibouti le 4 juin 2023 au siège de la Fédération des chambres de commerce saoudiennes à Riyad en Arabie Saoudite. Ainsi, l'ambassadeur de Djibouti à Riyad, son Excellence Diaïdine Saïd Bamahma, a participé à cet important atelier aux côtés du vice-ministre des Transports et de la Logistique, le Dr Mahar Al-Roumer, le vice-président de la Fédération des chambres saoudiennes, M. Faiz Al-Chouaili, étaient présents également les membres saoudiens du Conseil conjoint des hommes d'affaires djibouto-saoudiennes et aux responsables de la Saudi Export Bank, ainsi que par visioconférence la participation du président des autorités des ports et zones franches, M. Abakar Al-Hadi, le directeur de l'Agence nationale de la promotion d'investissement de Djibouti, M. Mahdi Darar Obsi. Cet atelier était l'occasion de passer en revue les efforts du ministère des Transports saoudien en vue de donner un aperçu global et détaillé sur les incitations et les avantages offerts aux investisseurs exportateurs saoudiens, mais aussi d'élaborer une carte pour le développement de l'investissement saoudien à Djibouti. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans le titre, au Soudan du Sud, des décennies de conflits ont rendu de nombreux hectares de terre impraticables du fait de la présence de mines lors d'opérations de déminage dans un site d'armes ou sous munitions dans la commune d'Aï. En mai dernier, ces engins non explosés ont été retrouvés en 5 jours. Cependant, les équipes font face à d'énormes défis. Plus de 5000 Sud-Soudanais ont été tués ou blessés par des mines terrestres et des engins explosifs non explosés depuis 2004, selon le service d'action contre les mines des Nations Unies. Le Soudan du Sud a donné à l'UNMAS jusqu'en 2026 pour déminer l'ensemble de son territoire. Mais les habitants et les experts sont sceptiques quant au respect de cette échéance car des munitions sont découvertes quotidiennement. C'est tout pour ce journal ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé.